On voulait vous focaliser là cette fois-ci sur les compétences du formateur pour les formations à distance. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, on l'a déjà un petit peu évoqué. Mais donc, on vous propose un dernier nuage de mots, donc avec un seul mot. Quelles compétences clés pour la formation à distance? Alors, l'activité est lancée sur Klaxoon, donc on vous laisse compléter. Donc, encore une fois, en termes de modalités collaboratives, regardez les mots proposés par les autres participants et puis vous pouvez liker ces mots plutôt que de écrire le même mot. On va peut-être partager l'écran pour voir les différents mots qui apparaissent. Alors, quelles compétences clés pour la formation à distance? Je vous propose qu'on arrête là et puis qu'on puisse donc commenter. Alors, je crois que c'est Sylvain qui va, dans un premier temps, commencer à commenter ce nuage de mots, donc avec créativité en gros au milieu. Ouais, c'est bien, c'est intéressant ça. Parce qu'effectivement, ouais, ça fait partie des choses qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la créativité, j'ai vu agilité aussi, hein, qui était en bonne position. On va le remettre, oui. Donc, ce qui est sûr, c'est que il va falloir pour les formateurs rentrer dans un schéma, pour les professionnels de la formation d'ailleurs, hein, c'est pas que les formateurs, rentrer dans un schéma où le mouvement va être la règle en fait. Hein. C'est-à-dire que il faut pas croire qu'il y a bien sûr une conduite du changement à mener, mais il faut pas croire qu'on va passer d'un point A à un point B. On va passer d'un point A, ça c'est sûr, mais il n'y a pas de point B. Hein. Donc on va rentrer dans une logique de mouvement permanent. Enfin, on est déjà rentré. C'est ce qu'induit voilà, le numérique ou la vie en général d'ailleurs. Hein. C'est pas que dans la formation. Et donc pour la formation, il va falloir finalement être capable de remettre en cause sa manière d'agir, finalement de manière permanente. Voilà, avoir une dimension réflexive sur ses pratiques, s'interroger, les remettre en cause, chercher de nouvelles voies pour être finalement toujours plus performant au service des apprenants, hein, au service de l'apprentissage. Ça, c'est vraiment important. On voit adaptabilité, dynamique. Vous voyez, les mots qui ressortent, c'est vraiment intéressant. Écoute aussi, hein, très, très important. Après, ce que je dirais sur l'évolution du formateur, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le formateur était un peu un homme ou une femme orchestre qui avait tendance quand même à assumer beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctions en fait dans le processus, on va dire traditionnel. Et aujourd'hui, compte tenu du fait qu'on va essayer d'aller plus loin, d'être plus performant, d'aller par exemple vers de l'individualisation plus forte pour les apprenants, de mieux prendre en compte leurs besoins, etc. Ça va obliger à séparer finalement les différentes fonctions qui étaient assumées par une seule personne très souvent, les répartir entre plusieurs personnes. On parlait par exemple de tutorat tout à l'heure. Il n'est pas forcément évident que ce soit l'expert du contenu, le formateur expert qui doivent assurer le tutorat. Les systèmes performants aujourd'hui, ils sont souvent basés sur des tuteurs qui sont spécialisés dans le tutorat et dans l'accompagnement, qu'on a séparés des experts du contenu pour pas les surcharger d'abord, et puis parce que aussi ces gestes-là, ils ne savaient pas les faire, hein, tout simplement. Pareil pour la réalisation de modules multimédia, c'est un métier, donc il vaut mieux que ce soit des gens qui aient l'habitude de le faire et qui le fassent bien et qui soient formés pour ça, qui entretiennent leurs compétences dans le temps, plutôt que ce soit des formateurs qui le fassent occasionnellement et donc qui forcément auront un niveau de qualité qui sera inférieur. Donc on va aller vers une répartition des rôles de plus en plus forte, avec des fonctions d'accompagnement d'un côté, des fonctions d'ingénierie plus pointues, puisqu'on a vu que dans les phases d'ingénierie, il fallait être plus pointu partout. Ça veut dire qu'il faudra des gens qui soient vraiment spécialisés là-dedans. Il faudra on va scinder finalement en différentes parties. Donc, ça veut dire qu'il va falloir travailler en groupe, ça c'est sûr. Il va falloir travailler de manière collaborative, ça c'est sûr. D'ailleurs, vous avez dû sûrement l'expérimenter pendant cette vague de confinement. Il n'y a pas d'autre voie. Et ça va modifier en fait la manière dont ce travail s'organise. Alors, ça peut faire un petit peu peur aux formateurs parfois, mais en réalité, si on y réfléchit bien, c'est une opportunité historique pour eux. Enfin, je m'inclus dedans, hein, puisque c'est mon métier. Parce que ça va nous
permettre finalement d'abord d'avoir des évolutions de carrière et d'avoir une diversité dans nos pratiques quand même. Ça c'est pas mal, hein, pas être obligé de rentrer dans la salle tous les jours, voilà. Ça va permettre aussi voilà, de travailler de manière plus intelligente. Travailler en groupe, c'est quand même vachement bien. Ça permet de s'enrichir, ça permet voilà, de s'interroger sur ses pratiques, de les faire évoluer. Donc, c'est une vraie opportunité d'enrichissement, hein, on va dire professionnel pour cette profession qui finalement avait assez peu bougé, hein. Il y a bien sûr des évolutions, mais fondamentalement, on forme grosso modo, voilà, de la même manière depuis des dizaines d'années. Là, on va pouvoir aller vers quelque chose, voilà, un peu différent, un peu plus riche en tous les cas pour les gens qui font ce métier. Isabelle, est-ce que vous voulez rajouter quelques mots? Euh, Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, la réflexion sur le fait de mettre à distance des formations implique tout cet enrichissement dont vient de parler Sylvain, mais qu'en fait, toutes les parties qui vont continuer à se dérouler en présentiel, puisqu'on parle bien de parcours où il y aura des séances en présentiel, toutes ces parties aussi vont en profiter du coup, puisque on va être dans une animation, une conception complètement différente où on va, quand les formateurs auront pris le pli de créer des activités d'apprentissage morcelées avec du rythme, avec de la variété, comme on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui va aussi finalement se transférer sur le présentiel. Et donc le présentiel va aussi finalement devenir plus actif, plus rythmé, etc. Pour ceux qui le font pas déjà, hein, bien entendu. Hein. Mais c'est donc une occasion aussi finalement d'enrichir sa pratique également en salle. Donc c'est encore plus intéressant. Hein, voilà. D'accord, je vous remercie tous les deux. Donc, ce que je retiens moi sur cette séquence, c'est qu'effectivement, il faut donc séparer les différentes fonctions entre plusieurs personnes. Donc, le formateur expert, le tuteur, celui qui réalise les modules multimédia et certainement d'autres fonctions encore. Donc, une répartition des rôles et puis voilà, travailler de manière plus collaborative dans le futur, voilà, et permettre de faire évoluer aussi ces métiers. Enfin, ce schéma-là permettrait de faire évoluer ces métiers.